merci d'être parmi nous. Je me présente Anne-Marie Duquette, donc éditrice de la revue Le Sabar. Je suis accompagnée de ma collègue Ji-Yoon Han, directrice artistique par intérim, en remplacement de Karine Bouchard, qui est en congé de maternité. On est réunis aujourd'hui pour un événement autour donc du dernier numéro, le 132 Échafaudage, paru depuis février dernier, disponible en librairie indépendante ou sur notre site Internet. Donc, pour d'abord, peut-être, pour ceux et celles qui connaissent pas la revue Le Sabar, je peux brièvement vous présenter le contexte dans lequel on se réunit aujourd'hui. Donc, la revue Le Sabar, c'est une revue quadrimestrielle qui propose une alliance entre littérature et art visuel. Donc, vraiment une rencontre entre les deux formes d'art, une forme de correspondance, de dialogue. La revue est organisée en 4 dossiers. Donc, le dossier principal qui prend plus de la moitié de la revue, c'est le dossier Alliance, où on propose des œuvres littéraires inédites qu'on allie donc avec des œuvres visuelles. Le deuxième dossier est Ancrage. Là, on plonge dans l'atelier, dans la pensée créatrice d'un ou une artiste, d'un auteur ou une autrice, selon le numéro. Et donc, cette personne-là nous amène vraiment dans son atelier de création, nous parle en profondeur d'un projet en particulier sur lequel la personne a travaillé. Ensuite, on a le dossier fil créatif où on mène des entretiens longs. Donc, il y a un fil créatif en littérature et un en art visuel. Et donc, on est vraiment content d'avoir cet espace-là qui est rare. Là. Donc, plusieurs pages pour entrer en profondeur, en discussion avec une démarche créatrice. Et finalement, on a un dossier à la fin de la revue qui s'intitule À livre ouvert et qui est un dossier critique sur différentes œuvres contemporaines parues dans la dernière année tant en art visuel, toujours là, qu'en littérature. On est rendu, comme je le disais, au numéro 132, donc celui-ci qui est sous le thème échafaudage, et je laisse ma collègue June vous présenter le numéro. Merci Anne-Marie, bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente de présenter ce numéro qu'on a eu beaucoup de plaisir à composer avec Anne-Marie et avec l'équipe du Sabord. Juste quelques mots d'introduction peut-être pour nous plonger dans l'ambiance. Étape essentielle à l'édification d'une œuvre, les échafaudages sont par définition temporaires, mobiles, voire même précaires. À la fois structure et action, ils appellent à la grandeur et à l'ardeur du travail. Ils sont les témoins de la sueur, de la suie et les échardes qu'il faut pour créer. Alors qu'on fait normalement disparaître les échafaudages à la fin d'un chantier, les auteurs, autrices et artistes de ce numéro proposent plutôt de les donner à voir afin de s'approcher des intentions créatrices brutes, des tentations intimes et des prises de risques les plus calculées. Donc, on a composé ce numéro avec plein d'esprit de malice et de délice et avec un grand vent de liberté aussi sur cette idée de l'alliance entre littérature et art visuel. Alors, du côté des œuvres littéraires, le numéro rassemble la prose de Fidélie Camiran, Magali Roy et Marie-Pierre Dufour. Du côté de la poésie, il offre la chance de lire Vanessa Berger, Laure Henry, Chloé Bragantini et Diane Régimbald, qui est parmi nous. Il offre en outre un texte poético-essayistique de Vicky Bernard et même une fable contemporaine de Stéphanie Roussel du côté des arts visuels, mais c'est ça. On a travaillé vraiment à brouiller un petit peu les frontières entre art visuel et littérature, mais quand même du côté des arts visuels, nous avons réuni les œuvres graphiques des artistes Alligator, que vous pouvez retrouver en première de couverture, et Julie Doucet également, ainsi que les installations de Karen Trask, Iris Häusler, qui se retrouve en quatrième de couverture, Michael Eddy et Pascal Tétrault, qui est parmi nous aujourd'hui. Le tout dans la maquette joueuse de la toujours excellente Dominique Mousseau, qui est notre graphiste qui nous accompagne de numéro en numéro. Alors sur ce, je repasse la parole à Anne-Marie pour la présentation des panélistes. Oui, donc c'est moi qui ai le plaisir d'introduire nos deux invités aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'avoir accepté d'être parmi nous. On est très contente de pouvoir vous faire dialoguer de vive voix parce que vous dialoguez déjà ici par votre création. Donc déjà, bonjour à toutes les deux, Pascal Bonjour. et Diane. Donc, je me permets de vous présenter peut-être pour le public qui peut-être vous connaît un petit peu moins. Donc, Diane Régimbald a publié plusieurs livres de poésie, notamment Au Noroît.
dont Elle voudrait l'ailleurs encore en 2024, Au plus clair de la lumière en 2021, Sur le rêve noir en 2016, L'insensé rayonne en 2012, pour ne nommer que ceux-là. Elle a aussi travaillé dans des ouvrages, différents ouvrages collectifs ou à plusieurs voix, donc notamment Nos attachements avec Denise Desautels et Louise Dupré en 2025. Bon, Échographie 2023, s'il fallait que je les nomme tous, je pense qu'on y passerait l'heure. Mais déjà, ça vous donne un aperçu donc de son œuvre. Diane est membre du comité femmes du PEN Québec, du Parlement des écrivains francophones et de l'Académie des lettres du Québec. De l'autre côté de la table, nous avons Pascal Tétrault, donc, qui est artiste pluridisciplinaire et poète. Par la création de sculptures machines, elle aborde des enjeux relatifs au langage, à la mémoire et à l'artisanat technologique. Depuis 2019, elle collabore en tant que technologue créative et programmeuse à la création de systèmes interactifs pour et avec plusieurs artistes et designers. Également pédagogue, elle offre des cours de programmation et de création numérique dans divers centres d'artistes et écoles. Donc, bienvenue à toutes les deux. Et sur ce, je reprends la parole pour plonger sans tarder dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, j'avais envie de demander à l'une et à l'autre si vous pouviez nous présenter brièvement vos projets respectifs. Donc, peut-être on commencerait avec Diane, le texte Traversée d'une œuvre 3. Ils reviendront. Et on suivra ensuite avec Pascal Tétrault, donc le projet Marcel. Diane, à toi la parole. Bon, ben, bonjour à toutes et à tous qui êtes en ligne. Ben, ce texte-là, Traversée d'une œuvre 3, donc c'est le troisième poème que je fais et vraiment inspiré d'installations. Donc, installations qui proviennent de l'imaginaire ou d'installations que j'ai rencontrées. Donc, il n'y en a que trois, il y en a d'autres qui s'en viennent. J'y vais doucement, ça fait 3 ans que je travaille ça. Et bon, à chaque fois, ça a été publié en revue. Donc, et celle-ci, donc cette traversée d'une œuvre de Estela Lopez Solis, je l'avais rencontrée à la Galerie d'Art du Parc à Trois-Rivières. Et c'est bien coordonné avec le Sabor. Et j'avais été saisie par son installation et le lieu également de son installation, le grenier. Le grenier de la Galerie d'Art du Parc, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment un lieu quand même très magique où ça donne, en tout cas, ça donne une force à une œuvre et elle, son œuvre, est tissée de mots. Et comme elle a tissé des mots sur des toiles, j'ai été vraiment saisie par l'enjeu de ce que cette œuvre-là est venue créer en moi. Voilà, donc, et c'est cette proposition que j'ai faite au Sabor. Merci Diane. Alors à toi Pascal. Oui, donc moi, le projet que j'ai présenté dans la revue, c'est Marcel. C'est un projet que j'ai fait en collaboration avec mon grand-père. C'est un projet qui a pris forme sur plusieurs années, qui a débuté en étant une vidéo performance. Donc, ensemble, on a créé cette vidéo performance-là qui raconte son corps de machiniste dans l'espace. Il a travaillé 38 ans dans une usine qui aujourd'hui n'existe plus à Montréal, mais il y avait ce rôle-là du corps du machiniste avec les machines, des mouvements qu'il faisait. Puis c'était aussi un danseur, donc il y avait vraiment ce rapport-là entre le mouvement du machiniste, le mouvement du danseur, puis le passage du digital, ben, de l'analogique au digital, en fait, puis la perte du mouvement dans l'espace. Donc, ce rapport-là au travail. Dans un deuxième temps, le projet a pris la forme d'un poème. Donc, j'ai fait une résidence à la maison Louis Fréchette. Puis, mon grand-père m'avait envoyé une map qui retraçait de mémoire sur Excel la disposition à vol d'oiseau des différentes lieux de l'usine. Puis, j'ai décidé d'écrire un poème que j'ai converti en respectant un peu cette symbolique-là, puis ces espaces-là. Puis, dans un troisième temps, ça a été présenté à Topo. Donc là, j'ai eu envie de faire une installation qui regroupait vraiment tout ce qui faisait partie de l'œuvre. Donc, euh, le désir de, oui, recréer nos corps dans l'espace sous forme de boîte, d'une certaine façon, d'avoir le poème qui représentait l'usine, puis d'avoir les vidéos qui passaient là. Donc, c'est comme un projet familial, mais aussi ce désir-là de parler de technologie, d'attraper les gestes qu'on fait plus. Puis, ouais, donc voilà.
Marcel. Merci Pascal, c'est vraiment très beau de vous entendre toutes les deux présenter la temporalité de ces projets en plusieurs temps qui se construisent à travers les rencontres avec des installations pour Diane ou Pascal à travers comme une évolution aussi qui entretisse les mots et les arts visuels en fait de chacune d'un point de vue bien singulier. Et Diane, j'avoue que c'est très parlant en fait de t'entendre décrire l'œuvre de Estelle Lopez Solis qui reste assez abstraite en fait dans le texte mais qui du coup résonne d'autant plus je trouve avec le travail de Pascal avec les mots sur l'étoile etc. Peut-être comme deuxième question vous demandez un petit peu comment est-ce que vous qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre en fait un poème, une œuvre? Alors vous avez comme déjà un petit peu commencé à répondre à la question, mais peut-être plus précisément et de façon très concrète, quels sont vos déclencheurs? C'est quoi vos échafaudages en fait pour pouvoir créer? Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut se lancer. Oui, je peux me lancer. Je dirais que ça peut dépendre d'un projet à un autre, mais ça passe beaucoup par l'écriture pour moi ou par la lecture. Je me rends compte que j'écris beaucoup de poésie qui finit par pas exister sous la forme de poésie, mais dont les images et les idées sont repris pour en faire des sculptures. Donc souvent, quand je suis au début d'un projet, je vais lire ou revérifier des cahiers, puis c'est souvent en tombant sur un poème que j'avais écrit que là, je me mets à réfléchir à des formes matérielles que pourraient prendre ces images-là, mises sous forme de mots. Des fois, les mots reviennent, des fois, les mots n'existent pas, ils sont transformés en mouvements ou en gestes, mais je crois que mon déclencheur, c'est vraiment les mots, c'est vraiment les histoires ou les récits qui sont racontés. Ouais, des fois qui passent par la technologie, des fois qui passent par les histoires personnelles, mais je crois que c'est vraiment les mots qui sont au cœur de ça. Ce qui était d'autant plus le fun d'être dans le sabar, qui est vraiment là à la croisée de tout ça. Et Diane alors? Ben moi, certes, c'est sûr que les mots sont là, c'est mon langage, c'est mon outil premier, mais avant tout, j'ai besoin d'un espace, d'un lieu, de vraiment être saisi par aussi une émotion, euh, une pensée, un questionnement. Souvent, il y a des questionnements qui viennent. Et puis à partir de différents matériaux, donc j'arrive à m'éveiller à des formes qui viennent. Et ces formes-là, parce que j'aime beaucoup travailler avec les formes, euh, donc hein, les poètes peuvent aussi avoir envie de travailler avec des formes visuelles et prendre des risques à ce niveau-là. Et puis, c'est ça, donc, et comment donner sens justement à une matière qui est la langue, les mots, et comment leur donner donc sens dans une pluralité aussi euh, de, de, de l'espace. Je vais revenir à l'espace. Je trouve que l'espace est vraiment fondamental. Et donc, il y a une respiration et ces échafaudages permettent ça, je trouve. Voilà. Oui, c'est beau d'intégrer comme cette dimension spatiale, je trouve, parce que dans ton texte, Diane, tu t'incorpores aussi, tu fais de l'espace pour des mots qui appartiennent à l'œuvre de quelqu'un d'autre. Oui, Euh, et Pascal, tu mets en espace aussi ta propre poésie. Alors, ça, je suis sûre qu'on va revenir dans les questions qui viennent plus sur la thématique. Peut-être, Anne-Marie, je te repasse la parole pour plonger plus en profondeur sur ce thème de l'échafaudage. Ben, déjà, je suis vraiment enthousiaste de voir vos réponses et leurs réflexions. J'ai l'impression qu'elles se réfléchissent l'une l'autre. Et j'ai envie peut-être de vous amener peut-être à m'en dire un peu plus sur la façon dont vous conservez les traces de ces échafaudages. Donc, vous avez toutes les deux évoqué l'idée qu'il y a des choses qui restent et des choses qui partent. Pascal, tu l'as dit, parfois les mots restent, parfois ils ne restent pas. Diane te parlait aussi de la forme de cette matérialité et des traces qui en restent. Comment est-ce que c'est sensible, ça ne relève que de la sensibilité ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en fonction pour vous quand
vous décidez de conserver la structure initiale ou de l'évacuer en partie? Comment ça se passe, cette étape-là dans la création? Je sais pas Ben si moi, pour ce poème concrètement, si vous permettez, pour ce poème concrètement, le poème, je l'avais écrit autrement. Et j'aime beaucoup jouer, justement, comme je disais tout à l'heure, avec les formes. Et quand j'ai vu cette thématique de l'échafaudage, j'étais extrêmement intéressée euh, pour donner voix, justement, à des mots que je cite d'Estella, d'aller vraiment travailler des strates et créer un rythme qui permettait justement de donner, un peu comme de monter des marches, d'aller vraiment, ou de les descendre, peu importe comment, et de créer justement une structure qui permette de donner écho à son œuvre. Oui, certes, ça peut paraître abstrait dans les mots, mais enfin, si on va dans son œuvre, on voit ce que ça donne comme effet, comme correspondance. Et ça, pour moi, c'est toujours très important d'être au plus près de l'autre, de l'altérité. Et donc, j'ai été extrêmement heureuse de voir que j'ai été jumelée à Pascal. Je trouvais que la correspondance était absolument magnifique, vraiment d'une très belle sensibilité. Pour ma part, les traces de l'échafaudage, je crois que au début de ma pratique artistique, je me questionnais beaucoup sur la forme que pouvaient prendre mes œuvres, puis j'avais l'impression de toujours être en train de créer des prototypes d'une certaine façon. Puis à un certain point, je me suis dit, ben, peut-être que c'est ça mon esthétique, peut-être que c'est l'esthétique du prototype, puis de laisser des traces. Dans une des premières œuvres que j'ai fait, j'avais mis une vis qui m'aidait avec le mouvement de ma structure. Puis finalement, je l'ai laissée là, même si elle avait plus de fonctionnalité. C'était une trace du chemin que j'avais parcouru pour y arriver. Puis ça a continué dans mon travail, cette idée-là que les choses, pas qu'elles sont pas terminées, mais qu'elles peuvent avoir cette forme-là qu'on pourrait rattraper éventuellement ou qu'on pourrait juste laisser exister de cette manière-là. Comme un genre de poésie d'atelier un peu ou de workshop. Puis même dans cette œuvre-là de Marcel, il restait un peu de brindilles dans les boîtes, il restait ça, les traces du geste. Puis je crois que de mettre en forme ces gestes-là fait partie de l'échafaudage d'une certaine façon, de ne pas retirer le fait main, de laisser le fait main exister. Je crois que c'est important dans, ouais, dans les œuvres que je crée, puis dans... Ouais, non, voilà. Merci. J'entends aussi dans ce que vous me dites l'idée de la mémoire qui est très présente. J'aimerais vous entendre aussi. Bon, il y a plusieurs ponts entre vos œuvres, on en a parlé. Toutes les deux, vous vous intéressez, vous travaillez un matériau de ce qui n'est plus. Vous travaillez à partir d'absence. Mais ce travail-là, moi, je le perçois un peu comme une forme de refus de laisser pour mort, pour morte, ces éléments-là, ces voix-là, ces paroles-là voir cette culture de l'usine dans le cas de Pascal. Pouvez-vous me parler de cette démarche-là, qui est peut-être liée à la mémoire ou peut-être liée à une forme de refus, je ne sais pas comment vous l'envisagez. Ben, Euh, tu veux y aller, non, Pascal? vas-y. Ben moi, de travailler à partir de l'absence, de la disparition, ben, de toute façon, on est habité par des absences et des disparitions. Et donc, les actualiser ou les réactualiser, je trouve que ça permet de se rendre compte de tous ces morts, toutes ces douleurs qu'on a en soi, qu'on enfouit, qu'on met dans une amnésie et qu'à un moment donné, on a envie de travailler avec ça, ce matériau-là, et de donner, bon, moi, je suis une personne qui a de l'espoir, même si c'est très difficile d'avoir de l'espoir. Et l'écriture, je pense que la création en général permet cet espace-là d'espoir et donc de pouvoir donner sens à ce qui a disparu et en le rendant vivant, mais vraiment vivant, par des œuvres, je sais pas, je trouve que ça donne envie d'aller plus loin aussi, ça donne envie de poursuivre la route. Voilà, c'est ce que je dirais.
Et pour ma part, dans cette œuvre-là, précisément, c'est sûr que l'histoire qu'on m'a livrée, ben, que mon grand-père m'a livrée, elle était comme vraiment complète d'une certaine façon, puis elle permettait vraiment de mettre en valeur un lieu qui n'est plus. Donc, tout était comme à réériger d'une certaine façon. Donc là, c'est sûr que quand j'ai reçu le plan de mémoire de l'usine, je me suis dit, ah, ben, il faut recréer ces contours-là. Donc, ça s'est un peu fait de soi dans ce contexte-ci. Sinon, euh, j'en ai parlé un peu en introduisant le projet, mais le c'est pas des morts en tant que telles, mais c'est les mouvements du corps qui disparaissent un peu avec la technologie. Donc, l'ouvrier ou le machiniste qui faisait tous les mouvements, puis ensuite qui faisait les mouvements, mais pour qu'une carte perforée les reproduise à sa place, puis qui, à la fin, ben, appuyait sur un bouton parce que la machine s'en occupait. Il y a comme quelque chose dans tout ce passage-là du corps en mouvement à un corps qui bouge plus, puis à quel point maintenant on travaille à la surface de la technologie. Fait que dans mon travail, j'ai envie un peu de réériger ces gestes-là qu'on fait plus, puis aussi la mécanique des systèmes, comment les choses fonctionnent, comment les choses passent. Il y a quelque chose un peu c'est pas la mort en soi, mais il y a quelque chose qui s'apparente au deuil tout de même, au deuil du corps en mouvement, du corps qui connaît, du corps qui transmet. Et donc, voilà. Puis peut-être que je me trompe, mais je trouve ça vraiment beau comment tu parles de la disparition des gestes, mais il y a aussi une disparition du savoir, parce que le savoir de faire ces gestes-là versus d'appuyer sur un bouton est évidemment pas le même. Puis Diane aussi t'en parle de ce savoir, peut-être pas sous forme intellectuelle, mais on voit le savoir qui perdure avec ses enfants. Il y a le motif des enfants menacés qui vient ponctuer l'œuvre. Donc, cette forme de la disparition, de l'absence ou d'une manifestation de la mort est plurielle, vous l'aurez compris, là, et absolument à découvrir dans leur œuvre respective. Donc, en lien avec cette question-là aussi, on l'a évoqué déjà, vous commencez à avoir une idée de leur travail. Dans les deux cas, la langue est très, très importante. Elle est aussi, elle est non seulement importante dans son apparition, mais aussi dans sa performation. C'est-à-dire qu'elle va performer l'œuvre en tant que telle. Diane, on en a parlé, il y a le regard vers le passé, vers l'absence, mais il y a aussi une dimension très au présent, voire au futur. On a parlé d'espoir. Donc c'est ça, d'agissement, de performance par la langue. Dans le cas de Pascal aussi, donc les paroles énoncées par Marcel qui sont reprises et le poème en question qui a été fait, qui était, tu viens de nous le dire, là, à l'origine du projet. J'aimerais ça, je serais curieuse de vous entendre donc sur le lien que vous faites entre la parole qui performe et l'échafaudage et le thème. Euh, ben moi, je poursuivrai avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, de ne pas parler au passé, mais de créer au présent et au futur, ça permet de faire, en quelque sorte, ressusciter quelque chose du passé. Je pense qu'on voit ça aussi dans l'œuvre de Pascal. Et cette ressuscitation-là est extrêmement intéressante parce que c'est ce qui rend justement ce fameux vivant dont je parlais tout à l'heure et que j'ai tenté de travailler donc à travers les mots d'Estela Lopez Solis. Et je pense aussi que il y a une pénétration aussi qui se fait dans une forme de dénudement parce qu'on de laisser aller ces mots-là dans leur solitude et de les ensuite les ramener dans une langue poétique, ça je sais pas, ça donne une dimension en tout cas très vivante, très vive. Je dis toujours vivant, hein, je suis une personne qui cherche beaucoup ce sens-là, pour trouver du sens en tout cas. Et puis, je trouve que il y a des éléments de solitude, donc, dans chacun des mots, et on les voit aussi dans ton œuvre, Pascal. Et cette solitude-là donne vraiment permet un écho aussi, elle permet aussi d'aller ailleurs. Et cet ailleurs-là, donc, donne
une puissance beaucoup plus grande à, à simplement ce mot qui est en quelque sorte délaissé pour être repris dans dans une forme actualisée, je dirais. Voilà. Je vais peut-être répondre un peu indirectement à la question, mais dans le cas de la construction de ce poème précis-là, il y avait vraiment quelque chose de l'échafaudage parce que j'avais la structure, puis là, je devais remplir la structure du poème avec des mots. Donc, ça a été comme une construction un peu comme de la programmation où je pouvais pas juste écrire comme ça, puis le poème prenait forme. Il fallait absolument qu'il rentre dans les cases de la Vickers. Donc, ça a été beaucoup, pendant ma résidence à Louis Fréchette, ouais. Donc, ça a été beaucoup euh, de tape, de masking tape au mur, avec un crayon qui s'efface, puis d'essayer de faire rentrer le poème comme ça dans des endroits. Donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la construction, de l'échafaudage. Puis, je l'ai présenté à Louis Fréchette, c'était devant le fleuve. Donc, la fin du poème parlait de l'eau. Puis ensuite, je l'ai présenté à Topo. Puis, je trouvais qu'il n'y avait plus vraiment de rapport avec l'eau directement. Oui, parce que la vidéo, il y a l'eau dedans, mais le poème se présentait pas devant le fleuve à raconter les histoires d'une usine qui était aussi à Lévis. Donc, j'ai changé la fin aussi du poème pour qu'il soit autre. Euh, puis, je trouvais ça assez chouette de pouvoir faire en sorte qu'un texte puisse se transformer dépendamment du lieu où il est. Donc là, la fin du poème fait plus référence à De Gaspé, puis à Montréal, les usines textiles qui étaient là, puis les histoires qui prenaient forme. Donc, d'avoir cette liberté-là de modifier, d'échafauder jusqu'à la fin un projet. Puis s'il est représenté, peut-être que son texte changera aussi un jour. Mais ouais, j'ai vraiment aimé construire de cette manière-là, avec des contraintes d'une certaine façon, puis des blocs. Voilà. Et, une belle façon de parler du texte en chantier. Est-ce que tu voudrais bien nous lire Oui, justement la dernière mouture de ce oui, poème, s'il te plaît? certainement. Oui. Donc, ça s'appelle Les contours de ta mémoire. Donc, ça va comme suit. Tu as grandi parmi les machines, transformé les heures, les traces d'écriture qui fonctionnent en mouvements mécaniques, accumulé les entrées et souvenirs, les voyages entre comme partie d'un tout, le fleuve fidèle en repère. Sur son long, tu as tracé les contours de cette fameuse, jadis érigée près du quartier qui t'a vu naître, prenant bien soin de ne rien omettre, comme un dernier jalon où immortaliser ta mémoire ouvrière sur ce lieu qui n'est plus, tu vous as ancré. Ici aussi, il y a le vide. Je me demande de quoi est faite sa poussière, de vos gestes, de vos heures, de quoi nourrir ce qui reste de vos histoires. Merci, Pascal. Très beau. Alors, c'est une partie de l'échafaudage artistique que tu développes dans ton travail. Pascal, j'aimerais t'inviter à élaborer un petit peu davantage sur la question de la rencontre des disciplines, en fait, parce que là, il y a la dimension poétique, il y a la dimension technologique aussi qui est très présente dans ton travail. Là, tu as beaucoup parlé des machines et des machineries qui sont associées au travail de ton grand-père, Marcel. Mais toi-même, en fait, dans ta propre pratique artistique, la question technologique est hyper importante. Donc, si tu veux bien nous en parler davantage et le lien aussi, évidemment, Mhm. par rapport à l'héritage familial. Oui, ben, j'ai compris beaucoup sur ma pratique en faisant ce projet-là. J'ai compris beaucoup sur un peu ma sensibilité par rapport à la technologie, puis le legs en fait de mon grand-père au travers des années. Donc, mais j'ai un parcours qui débute en création littéraire. Puis ensuite, j'ai découvert la programmation en étudiant à l'UQAM en médias interactifs. Puis après 2 ans de pause scolaire, je me suis inscrite en art à Concordia. Donc, c'est un peu un mélange de toutes ces disciplines-là ensemble qui font le travail que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé sur des grands projets de technologie, puis éventuellement, j'ai comme eu envie de créer des petites machines. J'ai une amie qui a dit que je faisais des machines à échelle intime, puis c'est quelque chose que ben, j'adore. Que- euh, donc Léa, je la salue. Euh, mais c'est vraiment cette idée de travailler la technologie avec les mains, en fait, qui m'a plu très tôt.
un peu comme le texte avec un crayon d'une certaine façon, de vraiment développer le travail artisanal de la technologie, si on peut le dire. Là. L'artisanat technologique, c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup, que j'essaie de penser. Puis, j'ai débuté ma pratique en donnant des cours de programmation et d'électronique aussi. Donc, je pensais beaucoup à la pédagogie, je pensais beaucoup à comment transmettre le savoir technique, comment l'enseigner, comment trouver des métaphores pour le faire. Donc, tout ça, c'est un peu mélangé ensemble, mais j'ai éprouvé vraiment beaucoup de plaisir à faire mes circuits à la main, à prendre le temps de faire ces actions-là qui peuvent être déléguées à la machine, mais qui finalement font partie de ce que j'aime vraiment faire dans mon travail. Donc oui, je pourrais faire mes circuits, les imprimer, les recevoir et pourraient être super efficaces, pourraient être super optimisés, mais c'est pas là que je m'amuse. Je pense que je m'amuse dans le fait de bricoler des circuits, d'inventer des nouveaux systèmes, de penser à des types de technologies plus, euh, pas calmes, mais plus douces peut-être. Comment être un peu inventeur plutôt que consommateur. Ces choses-là, un peu regagner cette intelligence-là qu'on nous dit, ben, qu'on nous vend d'une certaine façon. Puis, en travaillant de cette manière-là, lentement à la technologie, je me suis mis à me questionner beaucoup sur cette idée-là du progrès, en fait, puis qu'est-ce que ça implique. Puis, peu de m'ériger euh, pas en retrait, mais en résistance face au rythme effréné du progrès technologique, puis me dire, ben, le progrès technologique, c'est peut-être aussi d'apprendre à réparer son grille-pain, c'est peut-être aussi d'apprendre à confectionner l'intelligence dans nos maisons qu'on veut euh, ou à repenser à des technologies dites désuètes aujourd'hui qui, au fond, servent vraiment bien les besoins qu'on a en tant que citoyen. Donc, voilà, j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup de choses, mais il y a un peu de tout ça qui s'est... Très belle mise en résonance du progrès et de l'espoir que Diane nommait tout à l'heure. J'ai quand même envie de t'inviter, Pascal, à rentrer Oui, vraiment dans le détail aussi de oui, l'installation, parce que là, on parle oui, de poèmes, textiles, ouais, tout ça. Et en fait, ton poème, les lettres sont cousues sur oui, des bandelettes de tissu. Et oui, peut-être tu peux nous parler aussi de ce qui se passe en fait dans ces oui, boîtes certainement. dans Ouais. l'installation et dont on voit qu'il y a une reconfiguration derrière toi. Oui, elle est ici. Mais Euh, justement, pour que nos auditeurs, oui, auditrices puissent aussi saisir très concrètement, quand tu parles de circuit, en fait, ouais, comment certainement. ça se traduit dans l'œuvre? Oui. Parfait. Donc, pour la première partie, c'est les mots brodés à la main. Donc, un peu dans ce désir-là là, de lenteur que j'expliquais tout à l'heure, il y a des choses qu'on peut déléguer à la machine. J'aurais pu les broder numériquement, mais j'ai éprouvé un grand plaisir à faire ces actions-là lentes, à être assis devant le fleuve, puis à broder mon poème à la main pendant 8 jours. Donc, voilà, le poème est brodé à la main sur des bandes de canevas. Puis ensuite, dans les boîtes, dont il y a une reconfiguration à l'arrière de moi, donc dans les boîtes comme ça, il y a une énorme bande de canevas sur laquelle est inscrit des zéros, un peu pour reproduire comme les cartes performées avant qu'on fidait dans la machine. Euh, Puis la bande, elle passe vraiment de gauche jusqu'à la boîte de droite. Puis dans les boîtes, j'ai conçu des petites fentes. Puis vraiment, la bande de textile, elle passe au travers des fentes. Puis avec des tout petits moteurs, j'arrive à faire bouger la bande de textile comme ça, comme si l'installation était une machine, en fait. Dans la vidéo, il y a un moment où mon grand-père et moi, on improvisait, puis j'avais apporté une bande de papier sur laquelle j'avais imprimé des petits zéros. Je me suis dit, ah, on va peut-être improviser avec ça. Puis il s'est mis à le tenir dans ses mains, un peu comme si lui était la machine. Puis j'en ai attrapé un bout. Puis là, ensemble, on a fait comme si on construisait, on opérait quelque chose, une action. Donc, quand est venu le temps de créer l'installation, je me suis dit, ah, ben, ça, c'était une scène assez euh, forte, assez magique aussi à faire, assez belle, là, ça restait pris dans le vent. Puis, donc, je me suis dit, ah, ben, je pourrais, par la programmation puis par l'assemblage d'un circuit, reproduire cette scène-là. Puis j'adore se recréer des gestes, faire bouger des choses dans l'espace. Pas nécessairement qu'elles soient interactives, mais que ça bouge puis que nous, on puisse être témoins de ces êtres-là qui s'animent. Donc voilà, j'ai décidé
de faire bouger ça. Ça s'est mis à faire un vacarme incroyable, les petits moteurs, mais il y avait quelque chose. C'était dans une vitrine, donc ça dérangeait pas trop, mais quand on rentrait à l'intérieur, il y avait un peu comme la reproduction du son d'une usine, vraiment intense aussi. Donc, un heureux accident, un peu aliénant là, comme son, mais ouais. Donc voilà, c'est les différentes parties. Puis, il y avait deux écrans aussi qui rejouaient la vidéo performance. Donc, ça a été un peu comme attraper toutes les parties de l'installation et puis les reproduire. Euh, Puis au sol, j'ai décidé de laisser des longues lanières, un peu pour reproduire comme l'eau du fleuve, un petit peu également. À Louis Fréchette, l'installation, elle était juste au mur, donc j'avais pu le coller, le poème, mais là, dans la vitrine à topo, il a fallu échafauder quelque chose qui permettait au poème d'exister. Donc, c'est là où c'est devenu comme une seule installation sur un bloc. Euh, ouais. Puis peut-être pour rajouter un dernier détail, on dirait que j'ai parlé beaucoup, euh, à- dans ce quartier-ci, donc sur de Gaspé, à la base, c'était des usines, pas des usines, mais des lieux de textile. Beaucoup, il y avait beaucoup de shops de textile, certaines shops dans lesquelles mon père travaillait aussi. Donc, le canevas, on dirait, résonnait vraiment dans ce lieu-là. Le canevas qui est vraiment souvent le prototype là, d'un vêtement est fait de cette manière-là. Donc, il y avait un peu un désir aussi d'adapter l'œuvre pour qu'elle parle à son nouveau lieu également. C'est fini. Merci, non, mais merci beaucoup, Pascal, pour ces précisions. Peut-être juste dire de Gaspé, c'est Ah ce oui. bâtiment, le pôle de Gaspé dans le Myland à Montréal, qui donc maintenant abrite beaucoup de centres d'art, en fait, dans son rez-de-chaussée, et des bureaux et des ateliers d'artistes dans les étages, mais qui, donc, comme tu le disais, à l'origine, étaient des shops de textiles pendant de longues années. Merci. Merci. C'est fascinant, Pascal, de t'écouter. Moi, la bandelette avec les zéros, je l'avais pris comme un langage. Je connais vraiment pas ça, la programmation, mais je l'avais pris comme un langage analogique donc, de programmation. Fait que je trouve ça beau de voir la polysémie de l'installation, puis tout l'imaginaire qu'elle amène avec elle. Diane, je me tourne vers toi. J'aimerais aussi qu'on ait l'occasion de plonger un petit peu dans ton œuvre. Est-ce que tu accepterais de nous lire un extrait donc, de cette traversée? Ouais. Attendez. Oui. Alors, le titre du poème, c'est Ils reviendront, avec un exergue de Roberto Juarros. La douleur est un long détour, jamais une couleur blanche, n'eut autant l'esprit du noir. Tout est mort, reviendront sur terre. Ils sillonneront leurs terres anciennes jusqu'à rompre le ciel de ces nuages enfantins. Et la puissance du mépris rompra avec les rumeurs d'espoir, brisera le désir de se retrouver dans la légèreté d'une robe sans fin dans la brise du vent. Es una doida que tienes que pagar, inscrit sur un drap blanc les mots que tu ne voulais pas, non, tu ne voulais pas, leur effacement, la violence des regards qui trahissent l'innocence. Ils blessent les enfants chaque fois que le jour s'éteint. Tu ne voulais pas que l'on s'appuie sur les mensonges qui courent partout comme un fleuve débordé. Je vais m'arrêter là. Ah, mon Dieu, merci. On dirait que plus ça va, plus les liens se tissent avec l'idée du club et la puissance. D'ailleurs, c'est sur le motif de cette puissance-là que j'aimerais qu'on revienne ensemble. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé à la première lecture de ton poème, c'est effectivement donc cette puissance, cette force, voire une certaine menace hein, avec le titre et ils reviendront. Puis bon, on voit bien que le poème est articulé autour de la douleur. Je me demande comment on travaille la douleur sans tomber dans quelque chose de saturé, sans tomber dans une saturation de la douleur pour l'imaginer, parce que toi, on voit bien qu'il y a il y a beaucoup de textures, de nuances, on la travaille. Donc, comment faire ce travail autour de la douleur? Et peut-être, deuxième question dans un deuxième temps, comment travailler cette douleur-là sans la diminuer ou sans l'altérer par l'espoir qui est présent dans Mhm, ton poème? Donc, mhm. comment travailler ces deux matières-là qui peuvent vite, pas s'annuler, mais peut-être s'atténuer?
Ouais, puis qui pourrait aller dans un pathos et qui serait pas heureux. Moi, donc dans ce poème-là, c'est ce que j'aime le faire pour moi, tu sais, ce rapport-là au faire m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai mis main pour vraiment travailler la matière aussi. Et donc, cette exposition, Notre douleur, cette installation, avec ces mots tissés aussi, avec des fils qui pendent et tout ça, euh, disposés de différentes façons, dans des formats aussi différents, sur des tissus, des toiles aussi qui permettaient des textures, m'a permis d'entrer dans une œuvre où il y avait quand même de la lumière. Donc, et cette lumière-là m'a amené donc à travailler euh, la résonance que ça faisait en moi par cette lumière-là. Donc, oui, le sombre, certes, est là. Donc, la douleur est là. Et on l'entend, on la lit. Et j'y fais écho tout en voulant justement permettre à cette lumière de traverser. Comme la lumière traverse un tissu aussi d'une fenêtre. La lumière traverse un tissu et elle donne une autre dimension. Elle permet justement au mot, je dirais presque d'être, ici dans ce cas-là, c'est paradoxal, hein, glorifié. Donc de dire, ah ok, c'est notre douleur qui est immense, où tous nos morts reviendront sur Terre, mais que ça donne une dimension justement qui est transcendée. Et c'est peut-être ça que j'ai travaillé dans ce poème-là. J'ai voulu aller vraiment plus loin dans cette installation évoquait pour moi. Là, c'est certain que comme je suis complètement dans l'altérité de cette œuvre, je parle de cette œuvre-là euh, avec mon propre regard. Donc, c'est pas comme quand je travaille un livre et que je suis dans ma matière. Mais je trouve ça très intéressant parce que le déplacement permet justement d'aller dans cet ailleurs qui m'importe toujours. J'ai envie de te demander, parce que ça, moi, ça m'intrigue beaucoup. Quand apprécies d'autres œuvres, est-ce Mhm. qu'il y a un changement qui se produit quand tu tombes un peu en mode création par rapport à cette œuvre qui est en face de toi, ou alors ça se fait plutôt dans un second temps, avec ce qui te reste de cette œuvre-là en question? Ben, je te dirais que bon, dans un premier temps, j'aime bien m'en pénétrer et rester longtemps. Tu sais, j'ai dû passer 2 heures à la Galerie d'art du Parc dans cet espace-là, dans un tout petit espace, hein, faut quand même le dire. Donc, et de vouloir respirer dans ce que je recevais de ce travail pour justement écrire. Et moi, je traverse toujours d'un carnet à l'ordi. Je ne suis pas essentiellement technologique, même si c'est parfait d'écrire à l'ordi. Mais j'aime aussi cette matière du carnet, ces couleurs, ces stylos différents aussi, et ces dessins que je peux faire dans les marges et tout. Donc, ça me permet de traverser le langage d'une façon qui est différente que quand c'est seulement sur un écran que le travail se fait. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Oui, et plus encore. Et Ouais. plus encore. Ouais. Mais c'est très intéressant de pouvoir travailler euh, une création sur la création de quelqu'un. Le déplacement que ça permet, la générosité que ça demande aussi, parce que là, il faut être vraiment absolument à l'écoute et mais faire soi, faire sien cette œuvre-là. Donc, la reprendre et la traverser autrement. Donc, ça permet je sais pas, de donner une autre vie finalement à l'œuvre visuelle par l'écriture. Alors, et d'autant que cette œuvre visuelle est composée de mots, alors c'est quand même assez intéressant. Ouais.
Merci Diane pour cette description vraiment très très imagée et généreuse de ta création. Je trouve qu'il y a aussi une dimension d'accueil qui est tellement importante en fait parce que oui, tu reprends les éléments d'une œuvre de quelqu'un d'autre dans ton texte, mais tu lui fais de la place aussi. Il y a de la place pour de la langue étrangère, pour les mots de quelqu'un d'autre dans ta propre prose. Donc cet accueil du corps étranger qu'on peut retrouver aussi en fait bon différemment chez Pascal avec l'accueil de la présence du grand-père en fait c'est des gestes d'hospitalité qui sont vraiment vraiment Mhm. magnifiques et très très sensibles. Peut-être parce qu'on leur tourne donc il faut penser à conclure déjà, mais j'ai envie de reconvoquer l'image de la vis que tu nommais Pascal, la vis que tu laisses un petit peu dans le processus en vous invitant à être peut-être en dialogue l'une avec l'autre. Qu'est-ce qui, dans l'œuvre de l'autre, a peut-être joué ce rôle de vice pour vous? Alors, bon, je pense que la conversation montre bien toutes les affinités qu'il y a entre vos pratiques respectives, mais peut-être quelque chose qui vous a étonné ou qui vous a accroché particulièrement à la lecture du texte de Diane pour Pascal et à la découverte de l'œuvre de Pascal pour Diane. Mais j'ai adoré dans ton travail la forme que prenaient les lettres aussi, l'italique, le questionnement qu'on peut se faire sur qu'est-ce qui appartient à l'œuvre, qu'est-ce qui appartient à ta poésie, qu'est-ce qui est en italique. J'ai vraiment aimé la lecture de ce travail-là de cette manière-là, aussi en euh, se questionnant sur ces éléments-là. Et puis il y avait tellement de relations, on l'a nommé tout à l'heure, mais le fleuve, il y avait un vertige aussi par rapport au deuil mais quelque chose. Puis de t'entendre le lire tout à l'heure aussi, je trouve ça vraiment formidable d'entendre les poètes réciter on l'a vu aussi au lancement du Sabord, là, l'autre dimensionnalité complètement qu'on entend, les pauses, l'espace. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espace dans ce texte-là. Merci. Ben moi, j'en ai parlé un peu au cours de notre conversation par rapport à ton travail, ce travail de mémoire que je trouve vraiment la façon que tu as de l'actualiser, de donner, d'être dans cette générosité-là par rapport à ton grand-père et de donner aux mots, justement, encore une fois, ce sont des mots tissés, donc ça permet de les séparer, mais aussi de vouloir, d'avoir envie de les lier. Et ça, c'est vraiment très chouette. Avec ces petites structures de bois qui permettent justement à la poussière d'entrer. Et moi, les banderoles par terre, euh, pour, pour moi, j'ai pas pensé au 0 0, j'ai pensé surtout à, à des mots perdus, à des choses qui s'enfouissent dans la terre et qui finalement compose l'ensemble de l'œuvre. Et ça, j'ai beaucoup aimé cette espèce de ces chutes-là, tu sais, ces chutes qui servent à rien finalement, mais qui sont présentes et qu'on peut chérir justement. Voilà. Oh, mais merci, j'avais pas vu comme ça, mais je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Ouais. Comme un retour au sol aussi, d'une certaine Ouais, façon. ouais. Ouais. Au Puis il y a ça fleuve dans ton que tu travail aussi, évoquais. le retour. Mhm. Ouais. Ouais. Oui, ça fait écho au dénudement dont tu parlais Mhm. aussi, Diane. Ouais, ouais, ouais. Il en Alors, faut, hein, il en faut du dénudement, c'est essentiel. que de belles machineries, machinations. Oui, Et machination involontaire, je trouvais ça tellement joli. tellement, tellement, j'ai presque regretté de ne pas l'avoir emprunté pour sur ton travail parce que qui est proche, mais pas tout à fait là, même si la volonté est tout à fait présente dans ton travail. Alors peut-être une dernière question pour vous deux, si vous avez des projets à nous partager pour qu'on puisse continuer de vous suivre dans vos échafaudages créatifs. Qu'est-ce qu'il faut surveiller dans les semaines, les mois ou l'année à venir? Quels sont vos chantiers? Diane. Ben moi, je travaille un projet depuis l'année dernière en résidence au Centre international d'accueil et d'échange Les Récollets à Paris. J'ai fait une résidence l'année dernière de 3 mois. J'y retourne cette année parce que j'ai pas eu le temps de poursuivre sur la chambre noire du poème. Donc,
Et donc, ce que je travaille ici, c'est vraiment dans une autre forme complètement, où je capte, c'est l'œil qui capte avant tout, hein, avant la caméra, avant, bon, et donc, et qui révèle, donc on n'a pas besoin, le révélateur est en nous. Et donc, je travaille sur des fragments de ce que je vois et de ce que j'imagine. Donc, c'est vraiment des fragments. Et encore une fois, je peux utiliser des instants qui sont liés à des œuvres visuelles, mais aussi à mes observations de ce que je vois. Donc, je vais donner un exemple. Un jour, je m'en allais en quelque part et je vois une fille sur un vélo sur une rue qui s'appelle La Liberté et qui a un immense panneau. Et ce panneau, c'est un lapin. Et je me suis dit, c'est Alice qui tient d'à peu près 1,5 mètre par je sais pas combien et qui tenait ce panneau en pédalant. Puis je me suis dit, c'est Alice avec son lapin. Et puis j'ai écrit donc à partir de cette image-là. Je trouve que c'est ça. Et donc, je sais pas où je m'en vais avec ça, mais c'est là-dessus que je travaille. J'ai quand même une bonne étape de passer, mais c'est la matière brute. Et j'aime beaucoup cette expérimentation-là. Voilà. L'image donc continue d'être présente, la dimension visuelle. Oui, mais intérieur aussi. Parfois, c'est vraiment des trucs qui peuvent même venir du passé, des images et c'est comment je les réactualise qui m'intéresse, ou comment les rencontres se font. Oui. Alors, on suivra ça avec grande curiosité. Pascal, de ton côté, qu'est-ce qui Euh, de t'anime mon- en ce moment et dans les prochains temps? Je termine une résidence de 2 ans à Perte de Signal. On est 4 artistes à avoir été en résidence ensemble, puis on aura une exposition de sortie de résidence à la rentrée de Gaspé, donc vers en septembre, fin octobre, début septembre. Puis là, pour les prochains mois, je suis un peu en train de jouer dans l'atelier, donc on verra qu'est-ce qui sort de ça, mais c'est ouais, c'est un moment d'exploration de matière. Je fais beaucoup de couture dernièrement, donc j'ai essayé de voir comment peuvent s'allier ces univers-là. Donc voilà, un peu d'écriture aussi, éventuellement, j'aimerais bien sortir de l'écriture qui n'existe qu'en écriture, mais on verra. On verra, ça me mène où tout ça. Mais ouais, un moment de jeu. Ça, c'est formidable, le jeu. C'est Mhm. essentiel. Ouais. Oui, ben il faut comme l'accueillir, hein. C'est Mhm. ouais, je travaille à l'accueillir. Ouais. C'est pas évident d'accueillir le jeu quand on est dans un processus de création parce que on sait le monde dans lequel on vit qui nous oblige tellement à vouloir être productif, puis le jeu, c'est un peu contre-productivité. Mhm. Oui, c'est Parce ça, mais que cette phase de doute-là, d'inquiétude c'est là aussi, qu'elle germe. elle est absolument essentielle. Alors, il faut Ouais, l'accueillir, puis c'est effectivement. là où on est ouvert à accueillir des nouveaux récits ou à se promener puis voir Alice sur un vélo ou Oui, c'est à ça. être attentif pour le Tout est faire. Ouais. possible. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Pascal et Diane. C'était fascinant. Merci à tous ceux et celles qui ont été présents avec nous aussi ce midi. Donc, pour cette conversation avec, qui va être disponible en rediffusion si vous êtes arrivé en retard ou si vous n'avez pas eu le temps d'attraper la conversation, qui vaut la peine, je le dis, de l'écouter du début à la fin. Je rappelle donc que le numéro échafaudage est en kiosque maintenant et pour les prochains mois. Il est aussi possible de le commander via notre site web. Si vous êtes ouvert au risque, vous pouvez aussi vous abonner et prendre le risque de recevoir des choses que vous ne connaissez pas à la maison, mais qu'on sait qui vous plaira. On vous invite aussi à surveiller donc nos pages Facebook et Instagram pour des informations exclusives. Avis aussi aux auteurs, autrices, créateurs, créatrices, artistes qui nous suivent. On a toujours des appels en cours. En ce moment, l'appel est sous le thème suspension. Donc, si pour vous le jeu, ça vous amène dans une forme de suspension, on a très hâte de vous lire. Donc, on vous invite à soumettre vos projets via notre site Internet là, est le formulaire destiné à cet effet. Vous avez jusqu'au 15 mai pour nous surprendre avec la suspension.
Merci encore, Diane, Pascal, pour votre générosité. Merci aussi à tous les collaborateurs, collaboratrices qui ont participé à ce numéro dont on est très, 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 très fiers et qui lance magnifiquement le printemps. Merci également à l'équipe du Sabar, donc Simon Van Vliet qui est à la direction générale, Caroline Saint-Amand qui est à nous sauver aujourd'hui en programmation là, et aussi assistante à la direction, adjointe à la direction, pardon. Dominique Mousseau, dont on a parlé, qui signe les maquettes incroyables de la revue. Merci aux membres du comité de lecture, du comité de rédaction, au CA du Savoir également. Finalement, merci à nos partenaires CAC, Calque et Ville de Trois-Rivières. On vous souhaite un merveilleux printemps quand Et merci à Jihun aussi. Oui, oui, évidemment. Merci à Jiyun qui signe la direction artistique et la co-animation de l'événement. C'est un plaisir de travailler avec toi et d'échanger avec vous toutes. Merci à vous. Merci. Merci à vous.